pour cette dernière conférence, on a pris évidemment un sujet d'actualité, donc sur l'Algérie et avec point d'interrogation sur l'avenir radieux que se prépare éventuellement la jeunesse algérienne à travers ces manifestations. Je voudrais insister quand même sur une chose importante, préalable à la présentation, c'est que si la colonisation a duré 130 ans, 132 ans exactement, l'indépendance de l'Algérie a maintenant près de 60 ans d'existence, et donc il ne faudra pas essayer de tout mettre des malentendus, des difficultés de l'Algérie sur le dos de la colonisation. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en tout cas. Par contre, ce à quoi on va assister, c'est à la fin d'une génération, et je crois que la crise qui se développe en ce moment en est l'expression la plus violente, même si pour le moment ça reste très confiné, très pacifique dans son organisation. En mémoire, cette carte de l'Algérie, dont vous voyez qu'un grand morceau, en fait, c'est un grand morceau de Sahara, c'est-à-dire quelque chose qui est pratiquement vide, la population se concentrant essentiellement dans la partie télienne, les montagnes, la plaine littorale, vous avez les villes qui sont les petits carrés jaunes, etc. Vous voyez que l'essentiel de la population est calé là-dedans. Pour rappel, la population algérienne en 2018, fin 2018, est estimée à 43 millions d'habitants. Là encore, pour mémoire, au moment de l'indépendance, les Algériens musulmans qui sont en Algérie sont 11 millions. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 générations, la population a pratiquement quadruplé. L'agglomération d'Alger, je n'ai pas trouvé de choses plus récentes que 2015, représente 8 millions d'habitants, c'est-à-dire pratiquement 1/5 de la population algérienne. Cette donnée de 2017, où les moins de 30 ans représentent 53,5% de la population. C'est une population extraordinairement jeune. Les moins de 18 ans, à l'heure actuelle, représentent 25% de la population. C'est-à-dire que le quart de la population algérienne n'a connu que le système Bouteflika. Alors on va essayer de voir quelles ont été les origines du système algérien, et j'ai mis système entre guillemets parce que pour moi il s'agit d'un fonctionnement qui a tout des mécanismes mafieux. Donc c'est vraiment un système qui est organisé, concentré, et on va voir comment il a fonctionné. J'ai pris des tranches de 5 ans, et vous avez en fait 4 mouvements qui sont bien identifiables à partir de la fin des années 20. Première colonne, le mouvement des oulémas. C'est quelque chose qui va se développer principalement au début des années 30, sous la forme d'une association de musulmans algériens qui contestent le culte, la façon dont l'islam est pratiqué en Algérie. L'Algérie était, comme l'ensemble de l'Afrique du Nord, essentiellement un territoire lié à des confréries religieuses, et dans ces confréries religieuses, on avait un culte des saints, le culte des marabouts, et d'autre part, le rite qui était utilisé était inspiré du rite malékite. Il y a donc dans les 4 grands rites juridiques de l'islam, ça marquait une spécificité de cet islam de l'Afrique du Nord par rapport à l'islam proche-oriental. Et donc, ils vont se former, cette association des oulémas, comme un mouvement qui entend remettre l'islam algérien sur les rails de la vraie foi, de la vraie doctrine, et combattre les confréries, combattre le malékisme, etc. Deuxième mouvement, les élus musulmans. Alors ceux-là, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a. La France a accordé la nationalité française à un certain nombre de personnes, de personnalités, à d'anciens militaires. Les bataillons algériens ont été particulièrement importants dans la guerre de 14. Et donc, si vous voulez, un certain nombre d'Algériens ont la citoyenneté. Mais c'est une minorité, c'est très faible, quelques milliers, au maximum 2-3 dizaines de milliers.
Et le reste a un statut un peu particulier dans la colonie. Bien que l'Algérie soit constituée de 3 départements français, les gens qui habitent ces départements n'ont pas le statut de français à part entière. Et donc, les Algériens qui sont décrétés musulmans, qui se revendiquent comme musulmans, ont une législation particulière, des modes de représentation particuliers, et qui fait qu'ils sont un peu en marge de cette société. Aussi, dans les élus musulmans, la revendication qui monte à partir de la fin des années 20, autour en particulier, j'ai retenu celui-là parce que c'est un personnage qu'on va retrouver par la suite, de Farhat Abbas, qui est la revendication d'une extension de la nationalité française à l'ensemble de la population musulmane. Mais avec cette contradiction, c'est que s'ils adoptent la nationalité française, ils perdent, entre guillemets, les avantages d'être musulmans, d'avoir une législation particulière, etc., sur le plan social, sur le plan juridique et autres. Donc, Farhat Abbas mène quand même un combat, et j'insiste sur cette idée importante, c'est qu'à ce moment-là, pour les élus, le problème n'est pas du tout un problème d'indépendance, le problème est de l'assimilation, mais de l'assimilation portée à son terme, dans lequel les musulmans, dans le cadre des départements, auront les mêmes droits de citoyens français. Dans la mesure où les quelques élus qui sont qui ont été élus dans les assemblées au cours des années, fin des années 20, début des années 30, n'obtiennent aucun résultat, ce courant assimilationniste, réformiste, périclite, et finalement se trouve complètement marginalisé. C'est un mouvement de personnalité, mais pas du tout un mouvement de fond, un mouvement de masse. 1943, pourquoi c'est une date importante? Novembre 1942, le débarquement américain a eu lieu en Afrique du Nord. Et ça ouvre, du coup, une perspective d'avenir, de changement. Cette intervention des Américains, avec toujours la mémoire, Wilson, c'est celui qui s'est battu pour les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, Farhat Abbas va publier un texte qui va avoir une grande importance, qui est le manifeste du peuple algérien, et qui va entraîner la formation, au lendemain de la guerre, de l'UDMA, l'Union démocratique du manifeste algérien, mais avec une mutation importante entre 1943, le moment où le manifeste est rédigé, et 1947, une mutation importante. Désormais, Farhat Abbas abandonne la ligne assimilationniste, mais souhaite l'indépendance algérienne, mais en conservant des liens privilégiés avec la métropole. Pourquoi cette rupture entre 1943 et 1947? C'est ce que vous avez surligné en jaune, c'est la répression des manifestations de Sétif et de Guelma le 8 mai 1945, où au moment où l'on fête la victoire en France, l'abolition du nazisme, etc., un certain nombre d'Algériens pensent que le moment est venu de réclamer leur liberté, manifeste. Il va y avoir une répression terrible. On ne sait pas très bien d'où sont partis les coups de feu. Est-ce que ce sont des pieds noirs? Est-ce qu'il y a eu des provocations? En tout cas, la répression est féroce. Et on va, à un moment donné, jusqu'à parler de 50 000 morts. Quand le pouvoir colonial officiel veut bien en admettre à peu près 130, 140. Les travaux des historiens qu'on peut consulter, notamment le travail vraiment très minutieux qu'a élaboré Benjamin Stora, qui est d'origine algérienne, les met plutôt entre 8 et 10 000 tués, ce qui est quand même quelque chose d'important et qui va marquer une cassure. Et une cassure importante, notamment au niveau du troisième larron dans ce jeu, qui est le Parti communiste algérien. Ce Parti communiste algérien n'apparaît qu'en 1936. Jusque-là, les Algériens qui le souhaitent adhèrent au Parti communiste français, SFIC, et ils sont intégrés dans des cellules, notamment pour les travailleurs algériens qui sont implantés en France. Mais, à partir de 1936, on admet la création d'un Parti communiste algérien avec une formule qui va plaire beaucoup sur le coup. L'Algérie
est définie par Maurice Thorez comme une nation en formation. C'est-à-dire que ce n'est pas une nation qui mériterait tout de suite un État, mais ce n'est plus déjà une situation qui devrait rester sous la tutelle coloniale. Avec une grande ambiguïté là-dedans, parce qu'en fait, à partir de 1936, la polarisation du Parti communiste algérien comme du Parti communiste français, c'est d'abord la lutte contre le fascisme, l'arrivée au pouvoir de Hitler, au point qu'en 1945, le Parti communiste algérien dénonce les manifestations de Sétif et de Guelma, manifestations indépendantistes, où pour la première fois on voit apparaître ce qui va être l'ébauche du drapeau algérien. Il dénonce ces manifestations comme un complot fasciste destiné à ternir la réputation de la France. Donc vous voyez, le mécompte là est total de ce côté-là. Et il faudra attendre 1947, au moment où Ferhat Abbas met en place son UDMA, pour que le Parti communiste algérien réoriente sa ligne et il adopte la position d'une Algérie indépendante, d'une république algérienne, mais qui pourrait s'insérer dans le cadre de l'Union française. Donc des possibilités de pont avec Ferhat Abbas, puisque son idée c'est de ne pas rompre normalement avec le colonisateur. Et finalement, la spécificité du Parti communiste algérien est exceptionnelle. C'est le seul endroit avec les syndicats, le syndicat CGT, où peuvent se retrouver ensemble et échanger des Algériens musulmans, des pieds noirs, des juifs bénéficiant du décret Crémieux, etc. Donc, si vous voulez, là, il y a vraiment un mélange, un melting pot qui fonctionne dans ce domaine. Mais finalement, la répression de Sétif et de Guelma a entraîné des transformations profondes du quatrième grand courant, l'étoile nord-africaine. En 1926 est créée cette association, l'étoile nord-africaine, qui émet tout de suite une revendication indépendantiste. Et elle est portée par le personnage très charismatique de Messali Hadj. Et finalement, cette revendication pour l'indépendance ne plaît pas du tout au gouvernement français, et en 1927, paf, l'étoile nord-africaine est dissoute. Mais elle va renaître sous la forme de la glorieuse ENA, qui est représentée comme une association à but culturel. Donc, si vous voulez, elle est un peu dans des marges, la répression, il faut surveiller un peu ce qu'on raconte, mais en fait, ça essaie d'entretenir, si vous voulez, cette idée que l'Algérie est vraiment une nation particulière, une population spécifique, qui n'est pas la population des départements, etc. Et finalement, profitant de la victoire du Front populaire en France, Messali Hadj va fonder en 1937 le Parti du peuple algérien, le PPA, qui fait un tabac aux élections cantonales et aux élections municipales. Donc là, ils raflent, ils ont un paquet d'élus, et autant les élus musulmans avaient été minorés, étaient une petite quantité, autant là, ils prennent le contrôle de villages, de petites villes, etc. Ce qui fait que dès 1939, le PPA est dissous par décret. On se prépare à la guerre et il n'est pas question d'avoir quelqu'un qui revendique que l'indépendance est la donne. Aussi, après la guerre, après les manifs de Sétif et de Guelma et la répression, on va voir le PPA fonctionner avec une doublette. Le PPA est clandestin puisqu'il a été dissous, mais il a une vitrine, comme on dit, une vitrine officielle, une vitrine politique, qui est le MTLD, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Et à partir de là, si vous voulez, le PPA continue sa propagande pour l'indépendance, et il y a un pont qui peut s'établir entre le MTLD et l'UDMA au nom des libertés du peuple algérien dont il doit pouvoir bénéficier. Mais ce mouvement est affaibli en 1949 par ce qu'on appelait la crise berbériste. Alors, Messali Hadj a surtout travaillé avant-guerre dans l'émigration algérienne en France, qui était principalement instaurée dans les mines, dans l'industrie, comme Manœuvre, OS, etc., et qui était largement des Kabyles. Et il va y avoir, au lendemain de la guerre, cette idée que
les Kabyles ne sont pas finalement des Arabes, hein, alors que la revendication, c'est l'indépendance d'une Algérie arabe et musulmane. Donc les Kabyles vont être finalement évincés des directions, des postes qu'ils occupent au sein du MTLD et du PPA, et où le berbérisme va être présenté comme une machine de guerre organisée par les colonisateurs pour torpiller le mouvement national. Donc certains vont même être exécutés comme traîtres à la patrie en formation. Et finalement, on arrive au début, 54-55, des déclenchements de la guerre. Alors, ce déclenchement de la guerre est lié d'une part au sein du PPA. Il y a une crise violente et un fractionnement important, avec trois groupes. D'une part, au centre, les centralistes, qui veulent rester fidèles, si vous voulez, à la ligne du Congrès national algérien, c'est-à-dire, on négocie, on ne mène pas la guerre, on peut faire avancer les choses, donc on reste sur une position, si vous voulez, plutôt pacifiste, revendicative, mais pacifiste. Essayage adopte une ligne qui est ouvriériste. Sa base, c'était les ouvriers installés en France, fortement syndiqués, fortement influencés par le Parti communiste français, par le Parti communiste algérien, et qui, lui, voit la lutte pour l'indépendance essentiellement comme une lutte de masse. Il faut mettre en mouvement les masses et pas avoir d'action minoritaire, et ces masses ne peuvent être mises en branle qu'autour de la classe ouvrière qui représente le noyau de la contestation du régime colonial, et qui pose comme principe que finalement il n'y a pas de contradiction entre l'anticolonialisme et l'anticapitalisme, que les ouvriers français et les ouvriers algériens ont une solidarité qui peut se retrouver dans le cadre de cette orientation. Benjamin Stora appelle ça le parti des masses clochardisées, donc lui il n'y reconnaît pas véritablement une classe ouvrière pour une raison très simple, c'est que l'industrialisation de l'Algérie, il y a peanuts, hein, il n'y a pas grand-chose de la position de Messali n'a de sens que par rapport à l'émigration algérienne sur le territoire français, mais a peu de sens sur le territoire algérien. Aussi, la dissolution du MTLD par le gouvernement français va entraîner une rupture. Les messalistes fondent le MNA, Mouvement National Algérien, qui reprend la ligne traditionnelle, c'est-à-dire une action de masse, etc., pour obtenir l'indépendance, et s'en couper véritablement avec la puissance coloniale. Et d'un autre côté, un petit groupe d'activistes avec Boudiaf, Ben Bella, etc., en 1954, ont décidé de passer à la lutte armée. Et ils vont fonder le Front de Libération Nationale et ils entament la lutte armée. Les centralistes pris entre messalistes et FLN vont devoir se reclasser les uns du côté des messalistes, les autres du côté du FLN. En 1955, une recrue de poids vient les renforcer. Ferhat Abbas passe de sa ligne des années 30 assimilationniste à la ligne de la revendication de l'indépendance, mais par la lutte armée, par la lutte militaire. En 1955, même chose, le Parti communiste est interdit, la guerre vient de démarrer à l'automne 54, il entre dans la clandestinité, mais à partir de 1956, on a des ralliements individuels à la cause du FLN, de gens qui peuvent être, y compris des soldats, hein, qui vont passer du côté du FLN. Vers la fin de la guerre, le Parti communiste est toléré jusqu'en 1962, puis ensuite il est interdit à partir de 1963 et dissous. De l'autre côté, à la tête de Ferhat Abbas opérant son ralliement, en 1958, on fonde le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui est dirigé, présidé par Ferhat Abbas, qui a une personnalité incontestable, si vous voulez, ayant une audience très forte, et qui finalement s'installe, le gouvernement provisoire, s'installe d'abord au Caire, jusqu'en 60, et puis la pression nassérienne étant beaucoup trop forte pour les Algériens, ils décident de s'installer plus près du front, c'est-à-dire à Tunis, où ils vont rester jusqu'à la fin de la guerre. C'est un peu long pour qu'on comprenne bien que dans ce panorama de l'Algérie, avant la guerre, le déclenchement de la guerre en 1954,
Les options politiques sont assez larges, elles vont de la demande d'assimilation à la demande d'une intégration d'une république indépendante dans le cadre de l'Union française, et la partie la plus extrême vers une indépendance totale de l'Algérie qui romprait complètement alors avec le colonisateur. Cette crise de l'été 54, pour bien la comprendre, il faut revenir sur le contexte international qui se révèle très favorable à ce moment-là. La France est battue en Indochine, bien bientôt. On négocie à Genève et on reconnaît finalement l'indépendance de l'Indochine. Et Mendès France, qui a conclu ces accords de Genève, promet aussi l'indépendance des protectorats. Maroc et Tunisie ont deux statuts particuliers de protectorat et il leur promet là aussi un retour à l'indépendance très rapide. On est en 54 et les indépendances seront obtenues en 56. Vous voyez, les choses vont aller très rapidement. Il y a la figure triomphante de Nasser qui vient de renverser Neguib, qu'il trouvait trop compromis avec le système britannique. Nasser prend le pouvoir et apparaît comme la grande figure du monde arabe avec son idée du pan-arabisme, de réunification de tous les peuples arabes dans lequel il voudrait entraîner effectivement l'ensemble de l'Afrique du Nord. Et cette intervention de Nasser trouve un écho extrêmement important dans une fraction notable du FLN. La question qui est posée, c'est désormais donc quelle option pour le nationalisme algérien. Jusqu'à l'été 55, malgré des affrontements très violents entre le clan du FLN et le clan des messalistes, les gens sur place, la population algérienne sur place, ne voient pas très bien les nuances et les différences qu'il y a. Et ils peuvent aussi bien se rallier à un maquis FLN en étant messaliste, ou se rallier à un maquis messaliste en étant plutôt sur des positions FLN. Donc il y a une ambiguïté totale qui commence à conduire à des purges internes à ces indépendants, à ces gens qui luttent pour l'indépendance en Algérie, et notamment, il y a un grand ménage qui est fait au niveau de la Kabylie, qui est suspecté d'être finalement des gens qui ne reconnaissent pas le panarabisme de Nasser et qui militent pour la reconnaissance de la Kabylie, de l'espace berbère, etc., qui est vu, comme je vous l'ai dit, dans la crise de 59, qui va éclater un peu plus tard, comme finalement quelque chose qui est un suppôt du colonialisme. Pour le MNA, le problème est que l'objectif de la lutte, c'est d'arriver à obtenir la formation d'une assemblée constituante. Donc vous voyez le légalisme, on fait une assemblée constituante, elle discute de la constitution, elle est soumise au peuple. Donc l'optique messaliste est d'abord une optique politique. La nation algérienne, dans le cadre de l'indépendance, devait pouvoir faire cohabiter les pieds noirs, la population, disons, européenne, ayant bénéficié du statut de citoyen français, et les musulmans arabes et les Kabyles. Donc, Messali a l'idée d'une nation, on dirait aujourd'hui arc-en-ciel, hein, si on reprend le terme de l'Afrique du Sud, en fait, d'un métissage important. À l'opposé, le FLN considère que la lutte doit être totale, même s'il est partisan du panarabisme de Nasser. Son modèle, c'est le parti soviétique, le parti bolchevique, avec comme principe qui n'est pas avec nous et obligatoirement contre nous. Donc c'est soit le ralliement inconditionnel, soit éventuellement l'élimination en tant que traître possible ou avéré à la cause de l'indépendance nationale. Seul le panarabisme peut avoir droit de cité, et en conséquence, ça sous-entend, en dernière analyse, le départ des pieds noirs. Il n'est pas question de cohabiter avec les représentants de la colonisation. Ça va conduire à une véritable guerre civile, qu'on a souvent occultée, entre le MNA et le FLN, y compris sur le territoire en France. Mais quand on regarde les bilans mis au point par Stora, entre 55 et 57, en seulement 3 ans, plus de 10 000 morts, 25 000 blessés, et en Algérie, même, il y a 4 fois plus de tués musulmans que de tués colons. Et en France, il y a à peu près
1500, 1600 exécutions. Les bagarres sont épouvantables dans les bidonvilles, où les gens du MNA sont traqués par ceux du FNL, ils se défendent aussi, hein, mais où l'enjeu est un enjeu financier qui va récupérer la taxe qu'impose le FLN pour pouvoir s'armer auprès des Algériens installés sur le territoire en France. Et il y a aussi une question là, de gros sous, certes justifiée par la nécessité de s'armer, mais qui est quand même d'une violence extraordinaire. Et finalement, le MNA va sortir complètement laminé de cette position, de cette guerre avec le FLN. Ça va se retrouver en 62 avec une guerre pour savoir qui va prendre le pouvoir dans l'Algérie devenue indépendante. En 58, le GPRA qui a été créé devait assurer la représentation diplomatique de l'Algérie indépendante. Le GPRA est entendu à l'ONU et c'est la personnalité de Ferhat Abbas, qui était à un moment donné assimilationniste, qui le préside. Jusqu'à ce qu'en 61, Ferhat Abbas est mis sur la touche parce qu'il est considéré comme un mollasson. Il est prêt à trop de concessions à la République française et finalement il est viré de sa fonction et c'est Ben Reda qui à partir d'août 61 va prendre la présidence du FLN, engageant des négociations avec des positions particulièrement fermes et violentes, notamment sur le Sahara, parce qu'à un moment donné, si la guerre a duré jusqu'en 62, c'est parce qu'entre-temps on a trouvé du pétrole en Algérie. Alors jusque-là, les Anglais se moquaient du coq français qui usait ses ergots à gratter le sable du désert. Finalement, avec la découverte de gaz d'abord à Siamel, puis de pétrole à Sime Saoud, à partir de là, il n'est plus question de laisser l'Algérie. Alors il faudra attendre 62 pour voir les accords d'Évian signés. On soumet la question référendum, êtes-vous d'accord pour l'indépendance de l'Algérie? Le référendum, évidemment, sans surprise, entérine cette indépendance et finalement, l'Algérie devient un État indépendant. Mais, au sein du FLN, déjà, la tension est de plus en plus forte entre l'armée de l'intérieur et l'armée des frontières. De quoi s'agit-il? L'armée de l'intérieur, c'est l'ALN qui se bat dans les wilayas qui ont été découpés sur le territoire de l'Algérie. Mais le gouvernement français et l'armée vont d'une part réduire complètement en 1957 les mouvements indépendantistes du FLN au sein de la Casbah, et ensuite les deux lignes électrifiées, ligne Chal et ligne Maurice, vont rendre les frontières particulièrement étanches sur tous les endroits, si vous voulez, où on pouvait emprunter. Donc l'armement ne parvient plus à l'armée de l'intérieur, elle doit se débrouiller avec des coups de main pour récupérer des armes sur les casernes qu'elle peut attaquer, sur les soldats qu'elle a tués, c'est du grand bricolage. Et elle a une rancœur particulièrement forte contre l'armée de l'extérieur, notamment à Oujda, où il y a 35 000 militaires sous le contrôle de Boumedienne, qui est relativement bien armé. Alors au début, ils ont bricolé, avec l'aide des trotskistes de la 4e internationale, ils ont monté des ateliers de fabrication d'armement, armement rudimentaire qui était difficile, mais en fait des grenades, quelques bombes, etc. Et au fur et à mesure que l'argent rentrait au sein du FLN, ils ont commencé à acheter de l'armement, soit en Yougoslavie, soit près de Nasser, etc. Et on a donc une armée de 30-35 000 hommes, assez bien équipée en tout cas, mais qui ne fait plus passer ses armes et qui n'intervient pas. Et l'armée de l'intérieur demande, mais enfin, quand est-ce que vous allez faire une offensive sur les frontières? Quand est-ce que vous allez attaquer la ligne Chal, qui est celle qui les sépare du Maroc? Et Boumedienne dit, c'est pas le moment, il faut attendre, les vents ne sont pas favorables, donc il reste l'arme au pied, hein, pendant que les wilayas intérieurs se font complètement liquider. D'accord d'Évian, ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est qu'une clause a été instaurée comme quoi, pour assurer la sécurité du territoire et la police intérieure, l'armée française se retirant, il y aurait la mise en place d'une force armée intérieure
à l'Algérie qui pourrait regrouper éventuellement des gens des wilayas, des gens des harkis, etc., pas trop mouillés, et c'est cette force armée qui devrait représenter à peu près 40 000 hommes et qui serait pour partie dotée avec un armement correct fourni par la France. Boumedienne, quand il apprend cette clause, explose, pour lui, pas question, ça veut dire que là-dedans, le pouvoir militaire va passer aux mains des wilayas intérieurs et dans lequel la wilaya la plus puissante, c'est celle de la Grande Kabylie, donc des gens qui n'acceptent pas l'idée du panarabisme. Donc, il va, dès la signature des accords d'Évian, commencer à faire mouvement, et quand l'Algérie est indépendante et que la France se retire, à partir de l'été, il rentre en Algérie avec ses troupes, bien équipées. Il commence à liquider la wilaya kabyle, plus de 1000 morts qui sont tués, au point que Haït Ahmed dira « La seule guerre qu'ait su mener Boumedienne, c'est celle contre les Algériens. Il a tué des Kabyles et pas les colons. » Priorité donnée aux militaires, il estime que le GPRA n'a plus de raison d'être puisque l'Algérie est indépendante. Il va donc demander la dissolution du gouvernement provisoire algérien et ils vont décider, avec le soutien de Ben Bella, de mettre en place un bureau politique qui est le bureau politique du FLN, dans lequel le FLN est considéré comme le seul représentant authentique de la population algérienne. Exit la demande du MNA d'une constituante, d'une représentation diverse de la société algérienne. À partir de là, si vous voulez, les carottes sont cuites, soutenu par Boumedienne, Ben Bella, qui se rêve comme un Nasser d'Afrique du Nord, va finalement prendre le pouvoir. Mais il a une visée beaucoup plus large que la visée algérienne. Il est en particulier entouré, conseillé par des trotskistes de la 4e internationale. Il s'est fait apparaître comme une personnalité tiers-mondiste. On a à Alger, à ce moment-là, pendant 2-3 ans, tout ce que le tiers-mondisme de la lutte anticoloniale connaît, qui se retrouve à Alger, et Ben Bella prend un peu la grosse tête là-dedans par rapport à ce qui était la visée de Boumedienne. Et il ne tient que parce que Boumedienne a la force militaire pour contrôler le pays. Le résultat, cette prise du pouvoir du FLN à travers le bureau politique seul représentant du peuple algérien, c'est qu'on va assister à l'élimination de plus de les 3/4 des grandes figures politiques de la lutte pour l'indépendance. Ils sont soit emprisonnés, soit expédiés en exil, soit assassinés, et assassinés avec des assassinats qui interviendront jusqu'en 1972, jusqu'au début des années 70. Ça ne va pas être immédiatement, le dernier ayant lieu, je crois, en 1974 en Allemagne. Et là-dedans, ben, Boudiaf, après avoir fait de la prison, être arrêté, il part en exil au Maroc. Haït Ahmed va être liquidé, Frider est liquidé, Ferhat Abbas reste sous la touche, Chabani est liquidé, Belkacem Krim est liquidé. Bref, si vous voulez, les grandes figures de la lutte, il ne reste plus que les figures du FLN. Et là, c'est le premier changement de génération que je vois. Avant, tous ces gens-là sont des gens qui se sont battus pendant la période des années Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, fin de la Deuxième Guerre mondiale, et là, on a une génération de jeunes loups, ambitieux, etc. Ils ont une vingtaine, ils ont une trentaine d'années, etc. Et ils estiment que c'est eux qui doivent détenir le pouvoir dans cette Algérie nouvelle. Du coup, en 1965, Ben Bella, qui passe beaucoup trop de temps à vouloir faire le Nasser de l'Afrique du Nord, beaucoup trop de temps à parler de la tricontinentale, cette organisation de lutte contre le colonialisme, va finalement être viré du pouvoir par un coup d'État de Boumedienne, qui suspend la Constitution de 63, qui avait été adoptée, et Boumedienne, à partir de 65, s'installe au pouvoir sans aucun cadre juridique pour légitimer son pouvoir. Il n'y a plus de Constitution,
il va, dirigé par décret, à partir de 1976, il commence à sentir les débuts de sa maladie, il va mourir d'un cancer en 1978, et il se rend compte qu'on a un appel au vide, il n'y a pas de structure, tout est piloté par sa personnalité. Il décide donc de mettre en place une nouvelle constitution qui formalise la façon dont il a géré le pays jusque-là. Donc ce n'est pas une nouveauté, simplement ça va donner un système de garde-fou pour ses successeurs. J'ai retenu finalement quelques points. D'une part, c'est un régime présidentiel. Et là, il reprend le modèle de la Ve République en France. Élection du président, l'organisation par un parti unique, pas d'opposition, on est dans le FLN, et c'est le FLN qui choisit et propose les candidatures. On est tout à fait dans le système du PCUS, du système bolchevique. L'orientation économique est une orientation socialiste arabe. Alors là, ça paraît assez complexe. Socialiste, on voit bien ce que ça veut dire. Socialiste arabe, c'est quelque chose de plus compliqué, avec cette idée, oui, mais l'islam lui-même est porteur de générosité, de redistribution, avec la zakat, la nécessité de l'aumône, etc. Donc, ça sera un système socialiste, mais dont on maintiendra les caractères arabes. Et enfin, l'islam devient une religion d'État. Les imams sont finalement payés par l'État, contrôlés par l'État. C'est un peu l'adoption du modèle français des instituteurs. En gros, c'est du personnel d'État que l'on va essayer de surveiller, de contrôler. Et effectivement, c'est la tendance des oulémas pour un islam dégagé des confréries ou du malékisme qui va s'imposer progressivement dans les années 70. On va donc aborder maintenant quels sont les piliers du pouvoir de l'État. Et on a quelque chose que j'ai réparti en deux volets. Donc, je vais d'abord m'intéresser au volet arabo. Le problème, c'est que l'arabisation va être considérée comme un vecteur d'homogénéisation de la société. La langue est un support important, effectivement. Mais, au lieu d'utiliser l'arabe que parlent les Algériens, qui est l'arabe vernaculaire, qui est un arabe de l'Afrique du Nord, le pouvoir du FLN choisit comme langue l'arabe littéraire, que personne, ou très peu de gens, parlent, avec des subtilités de langue qu'ils ne comprennent pas, qu'il va falloir leur inculquer. Ça, c'est quand même un gros problème au niveau de l'organisation de la langue. Deuxième élément, la langue du Coran, qui est une langue arabe, mais une langue arabe classique, et qui a une parenté assez éloignée de l'arabe littéraire. Donc vous voyez, on a déjà trois arabes. L'arabe vernaculaire que parlent les gens, l'arabe littéraire que le gouvernement va imposer comme langue officielle et langue nationale, et l'arabe du Coran qui est encore autre chose, un peu comme nous, le latin, la messe en latin pour des gens qui parlaient le français. Donc, les autres langues, et notamment le tamazigh, la langue berbère, est complètement marginalisée. Les berbères ayant été considérés comme des suppôts du colonialisme, la langue berbère étant considérée comme une invention, parce que les courants berbères disent, mais attendez, avant que les Arabes arrivent, les berbères, ils existaient. On a eu des rois berbères, etc. Alors le FLN dit tout ça, c'est pas vrai, ce sont des inventions. J'ai en Tunisie la reconnaissance de quelque chose qui a été une invasion, des invasions iraniennes, et en Algérie, le refus total d'admettre qu'il ait pu y avoir des formes d'autonomie politique du mouvement kabyle, du mouvement berbère. Le tamazigh va finalement être pris en compte seulement en 2002, d'abord comme langue nationale, donc il est reconnu qu'on peut la pratiquer, qu'elle peut éventuellement être enseignée dans des écoles, mais à petite dose, comme une langue étrangère et pas comme une langue de formation. Et c'est seulement en 2016 qu'elle est devenue langue officielle, donc elle a désormais le même statut que l'arabe littéraire. Sauf que l'administration n'utilise que l'arabe littéraire dans tous les documents qu'elle émet. Même si le tamazigh est finalement une langue nationale et officielle, aucun des éléments de législation, d'administration, etc., n'est rédigé
en double langue, hein, en deux versions. Le français, lui, alors, évidemment, il est rejeté totalement. L'arabisation va entraîner l'éviction des collègues qui enseignaient, d'abord dans l'enseignement primaire, puis le secondaire. Plus question d'entendre parler le français. Pourtant, il y avait beaucoup de gens qui le parlaient, et qui le parlaient, y compris dans la conversation courante, faisant un joyeux mélange entre l'arabe vernaculaire, des formules françaises, etc. Ce qui fait que le français n'a pas de statut du tout, pas reconnu, c'est pas une langue admise, etc. C'est une langue qu'on peut étudier en langue étrangère, comme on pourrait étudier l'anglais, mais pas plus. Et surtout, l'Algérie refuse de participer à la francophonie, alors que le nombre de gens parlant le français en Algérie est nettement plus important que ce que l'on a à l'heure actuelle au Rwanda, dont la dirigeante du Front patriotique rwandais est devenue, alors qu'elle ne parle pas le français, qu'elle dénonce la France comme organisatrice, co-organisatrice du génocide rwandais, on a voté pour elle pour présider la francophonie. Donc là-dedans, il y a quand même quelque chose. Mais, surtout le problème qui est posé au gouvernement algérien, c'est que le français reste la langue de promotion sociale, et si on veut travailler à l'étranger, eh ben, le français c'est bien utile. Faire une thèse en arabe littéraire, personne n'en lira. Faire une thèse en français, faire une thèse en anglais, c'est pas mal non plus, mais la lutte contre le français est tellement violente que le gouvernement algérien, en ce moment, depuis 4-5 ans, cherche à nouer des relations avec l'hispanophonie, hein, cherche à développer des liens avec le Commonwealth anglais. Donc, qui est un désastre pour l'Algérie, c'est que les binationaux, ceux qui ont accepté une nationalité française, parce qu'ils travaillaient en France, qui ont épousé une Française, qui sont restés en Algérie, mais qui avaient la nationalité française à ce moment, ils sont exclus de toute fonction publique en Algérie. Et l'Algérie se prive évidemment ici de gens compétents ou autres, mais on ne peut pas être dans l'administration algérienne si on est binational. Ce qui entretient l'idée d'une pureté ethnique de l'algérianité. Deuxième volet, c'est l'islam. Alors, l'islam instauré comme religion de l'État, je vous l'ai dit, le gouvernement mène une politique très interventionniste. C'est pour purger l'islam traditionnel de l'Afrique du Nord, il ne pouvait pas le faire avec les quelques oulémas qui avaient survécu aux répressions de la colonisation française. En conséquence, l'Algérie va importer des profs et des imams de la part du Proche-Orient, et notamment de deux grands pays, au départ de l'Égypte, dans la fin des années 60, et puis ensuite, à partir du moment où l'Arabie Saoudite met en place la Confédération islamique mondiale, va les importer de l'Arabie. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui ne parlent pas l'arabe littéraire, qui parlent l'arabe du Coran, et surtout qui amènent avec eux la vision de l'islam qu'ils ont dans ces pays. En Égypte, le mouvement des frères musulmans, que j'ai baptisé ici le frérisme, c'est le terme qu'on utilise habituellement, et venant d'Arabie Saoudite, le wahhabisme, le salafisme. Donc, deux traditions extrêmement rigoristes, intégristes, qui n'étaient pas en phase du tout avec les traditions des saints, des marabouts. Les wahhabistes en Arabie sont allés encore même plus loin. Ils ont détruit les tombeaux, ils ont détruit des maisons de la famille du prophète, et ils voulaient aussi démolir la maison du prophète qu'on conserve à Médine, où il a vécu, parce que c'était un lieu d'impiété que d'aller faire un pèlerinage en allant à Médine et en allant voir la maison du prophète. Théoriquement, l'État contrôle les mosquées. Mais en réalité, comme le disent les imams, ils ne sont pas toujours là les vendredis, et nous on fait nos prêches, et on n'a pas le droit de parler politique, mais on parle politique. Hein. Et donc ça va se traduire par l'adoption d'un code de la famille en 1984, qui autorise la polygamie, la répudiation, qui interdit le mariage d'une musulmane avec un non-musulman, qui introduit l'inégalité successorale fondée sur le sexe, alors que théoriquement, dans l'islam, il doit y avoir parité dans les successions,
Et en cas de divorce, alors ça, la clause la plus épouvantable, le mari conserve le domicile, mais sans avoir à assurer l'entretien de sa famille. Et une régression absolument fantastique par rapport à ce que connaissaient les femmes musulmanes, même quand elles avaient gardé le statut de musulmanes, qu'elles n'étaient pas citoyennes françaises, pendant la période de la colonisation. La légitimité émane de l'armée, puisque le bureau politique du FLN, parti unique, c'est lui qui incarne l'identité de la société algérienne. L'identité du pouvoir politique, c'est l'armée qui la détient. Et cette légitimité de l'armée se manifeste dans la succession des présidents. Boumedienne, 65-78, Chadli, qui est aussi un général, qui était un des lieutenants adjoints de Boumedienne, à Oujda, qui va essayer de 79 à 92 de jouer une autre carte. Boumedienne avait joué les clans de l'Ouest, Chadli va plutôt tenter de jouer les clans de l'Est autour de Constantine. Et puis on va avoir ensuite Boudiaf, qui n'est pas un militaire, c'est pour ça que j'ai mis en rouge celui-là, mais il ne fait pas long feu. Kafi, qui est à la tête du Haut Comité d'État, qui est en fait le directoire militaire qui va organiser le pouvoir pendant la période qu'on appelle la décennie noire, la décennie de la guerre à l'islamisme dans le pays, et finalement Zerwal, qui est président jusqu'en 99 et qui va se démissionner en 99. Et tous ont été membres du club d'Oujda. C'est l'ensemble des militaires et des politiques, comme Boudiaf par exemple, mais comme aussi Bouteflika, qui sont restés avec Boumedienne dans le cadre de l'armée des frontières. Et donc, ces gens-là ont instauré des réseaux et qui se sont renvoyés la balle à chaque fois qu'il y avait besoin. Donc, c'est un contrôle non seulement de l'armée, mais au sein de l'armée, du clan d'Oujda, par rapport aux militaires du CRU qui s'étaient battus dans l'ALN de l'intérieur et qu'on a marginalisés, sauf s'ils sont revenus à récipiscence et qu'ils ont admis cette autorité du FLN. Un islamiste, Mahfoud Nana, qui est candidat. Il récupère 25% des voix, d'ailleurs 25% des suffrages dans une élection, inutile de vous dire, qui est complètement truffée par les agents du parti unique. Finalement, alors qu'il était candidat en 95, en 99, quand Zerwal démissionne, il veut se représenter, on lui interdit de se présenter parce qu'il ne peut pas fournir un document attestant qu'il a participé à la lutte d'indépendance nationale. Qui délivre les attestations de Moudjahidine? C'est l'association des Moudjahidines qui dépend du FLN, qui est une organisation du FLN. Bouteflika était parti en exil au début des années 80, en 81. Pourquoi a-t-il quitté l'Algérie? Alors qu'il était dans le clan d'Oujda avec Boumedienne, etc. Il a eu plusieurs postes ministériels sous le contrôle de Boumedienne, pendant que Boumedienne était au pouvoir, et il en a profité pour se sucrer et détourner des fonds. Et on va enquêter et lui faire un procès de détournement, excusez du peu, de 6 milliards à un moment donné. Alors, d'anciens francs à l'époque encore, ça reste une somme quand même conséquente. Et finalement, il décide de profiter un peu d'une tangente et il fiche le camp, il part à l'étranger et il part en exil aux Émirats arabes où il va rester pendant une vingtaine d'années. Et finalement, en 99, quand Zerwal démissionne, le problème est de savoir qui on met à la place. Les militaires ne veulent plus être au premier rang. On se rend compte que la pression contre les militaires est très forte, il leur faut donc un civil. Entre-temps, il y a eu une amnistie, on ne cherche plus à enquêter pour savoir où est passé le pognon, et on le fait revenir en Algérie, et là, comme candidat du FLN, il est finalement ovationné, il triomphe. Les autres candidats qui se présentaient contre lui, ils étaient 6, décident de se retirer avant le vote en disant c'est complètement bidon, il y a des bureaux de vote, par exemple à Gardaïa, il y a à peu près 15-17 000 électeurs potentiels, il y a 30 000 cartes d'électeurs qui ont été distribuées. Il a proposé une réforme constitutionnelle en 2008 et elle est importante parce qu'en 2008, il envisage donc à partir de là de rester au pouvoir
et il fait supprimer la limitation à 2 des mandats présidentiels. Donc, à partir de là, la porte est ouverte, il peut rester au pouvoir autant qu'il le veut. En conséquence, ce qui se passe aujourd'hui, même si Bouteflika est mu sur la touche, je vous ai dit, c'est un système algérien. Ce qu'on voit avec Gaïd Salah, retour de l'armée au premier rang, c'est une tentative pour sauver le système. Gaïd Salah est devenu chef d'état-major de Bouteflika à partir de 2004, puis vice-ministre de la Défense en 2013, et aujourd'hui, on va dire il mord la main qu'il a un peu promue, il met tout sur le compte de Bouteflika, et en particulier en faisant arrêter le frère de Bouteflika et le général Toufik, qui auparavant était, jusqu'en 2015, était le responsable du système de renseignement et de sécurité, mais qui ne dépendait pas de l'armée. Et Gaïd Salah le fait virer en 2015, récupère ce service dans le sein de l'armée, et finalement Toufik, vidé, va lier des relations avec le frère de Bouteflika, le jeune, qui est plus jeune, hein, et avec l'idée, on finira par retourner au pouvoir, etc. Les classements internationaux, l'Algérie est dans les fins fonds hein, pour l'alphabétisation, etc., même si ça a fortement reculé, l'analphabétisme, il en reste quand même encore, mais elle est un peu sur une espèce d'isolat, elle est fixée dans sa vision islamo-arabe, ou arabo-islamique, comme vous voulez, et les Berbères, à l'heure actuelle, par exemple, voudraient une régionalisation et une structure fédérale du système, que l'Algérie ne veut pas adopter. Et elle n'a plus cette aura de leadership qu'elle avait pu avoir à la fin des années 60. Elle s'est débarrassée de la puissance coloniale, militaire, forte, puissante, etc. Le peuple a triomphé. Même si la parenthèse Bouteflika semble avoir mis en place un pouvoir civil, jamais l'armée n'a cessé de surveiller ce pouvoir. Le peuple est totalement tenu en lisière du plan politique, d'abord avec un système de parti unique qui va durer jusqu'en 1988, modèle de parti unique selon l'organisation soviétique. Toutes les répressions qui vont se développer à partir de 80, les protestations, hein, Boumedienne est mort, les Algériens pensent qu'ils vont pouvoir respirer un peu, ça commence avec le printemps berbère en 80, ça se continue en 86 avec les émeutes de Constantine, là, les étudiants qui refusent qu'on introduise dans le baccalauréat l'instruction religieuse et l'instruction politique, évidemment l'instruction politique au même du FLN, dans des épreuves obligatoires, et en 88 des émeutes du pouvoir d'achat, dans la mesure où ici, en 86, l'Algérie a fonctionné avec la rente pétrolière. En 86, avec l'effondrement du prix du baril du pétrole, l'Algérie n'a plus un rond. Elle ne peut plus acheter son alimentation. D'où les émeutes que vous avez 86-88. L'Algérie a perdu sa capacité de production autonome alimentaire. Elle importe tout. S'il n'y a plus de pognon du pétrole, plus d'importation. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Soudan, le triplement du prix du pain qui a déclenché l'éviction de Saleh. On est dans ce même type. Or, le pouvoir, que ce soit avec Chadli, que ce soit avec la suite, c'est la répression. Hein, l'armée utilisée comme élément de répression de la population. Finalement, Chadli, constatant que la tension monte à un comble qu'il ne peut plus contrôler, notamment parce que les islamistes commencent à se manifester très fortement, on leur a fait cadeau de l'enseignement, on leur a fait cadeau des mosquées, dans les années 80, ça commence à se sentir, à se voir. C'est que Chadli essaie de s'en tirer avec une nouvelle constitution en 89 qui va marquer une rupture. Il instaure le multipartisme, c'est la fin de la référence socialiste dans l'Algérie, et surtout, ça évoque la fin de l'intervention politique de l'armée. Et donc, on va organiser des élections sur cette base multipartie et pas de rôle dans l'armée. Mais le ministre qui est en charge de gérer cette transition avec la Constitution de 89 se heurte aux réseaux mafieux qui se sont constitués autour du clan d'Oujda et qui, eux, n'ont pas intérêt à voir le fromage leur échapper. Donc ils vont bloquer absolument toutes les réformes économiques qu'on pouvait mettre en place
Et finalement, ça avantage, ça fait le jeu des islamistes. Le résultat, c'est que lorsque les élections communales ont lieu en 1990, le FIS ramasse une majorité de communes, petites villes, villes moyennes, et là, ils commettent une erreur d'appréciation, à mon avis. Dans les villes où ils sont devenus majoritaires, au plan des municipalités, ils tentent d'imposer directement la charia comme loi fondamentale de la mairie. Ça se passe dans une structure sociale qui est restée complètement archaïque, puisqu'en 1954, pour une population de 8,5 millions d'habitants, il y a 75% de ruraux, et qui sont encore avec des structures tribales, pour beaucoup, pratiquant encore le semi-nomadisme, ou alors la clochardisation dans les bidonvilles, à proximité des villes coloniales. Deuxième élément, c'est le patriarcat. Le patriarcat qui n'est pas une invention de l'islam, qui lui est nettement antérieur, hein, c'est quelque chose qui remonte au néolithique, donc vous voyez, il y a quelque chose comme 7 à 8 millénaires avant notre ère, hein, mais qui a été repris dans l'islam, inséré dans cet islam. N'oubliez pas qu'il naît dans un territoire désertique, au sein d'une organisation tribale, et qui le prend et qui va donner une légitimité suprapolitique à ce patriarcat, que l'on voit dans la réforme du Code de la famille de 2005. Alors je vous rappelle, celui de 84, c'était pas génial. Donc en 2005, les femmes espèrent qu'avec Bouteflika au pouvoir, un civil, on va pouvoir faire avancer des choses, un mouvement, on ne va pas dire féministe, mais enfin, des revendications féministes commencent à émerger dans le pays, et le Code de la famille est très loin de ce qu'attendaient les femmes. La répudiation est supprimée, la polygamie est limitée à des conditions très particulières, etc. La loi sur l'héritage est à peine modifiée. Par contre, en cas de divorce, le père doit subvenir aux moyens des enfants, il doit les prendre en charge alors qu'il n'avait pas à les prendre en charge auparavant. On est très loin de l'état même du Code de la famille qu'il y a au Maroc à l'heure actuelle, où pourtant le sultan est un descendant de Mahomet, on ne peut pas contester sa légitimité religieuse, qui marque la rupture. Aujourd'hui, par rapport à la génération, je vous ai dit 35% à 53% de moins de 30 ans, c'est le fait qu'en 2018, pour 43 millions d'habitants, il y a désormais 73% d'urbains. La proportion s'est renversée entre les ruraux et les urbains, et que du coup, les Algériens de moins de 30 ans n'ont plus du tout les attentes des Algériens qui avaient connu la colonisation, qui étaient encore des ruraux, qu'on avait forcés au regroupement dans la volonté de contrôler l'arrière-pays par l'armée française, avec les zones de villages de défense. Aujourd'hui, les fondements anthropologiques de la culture patriarcale et de l'islam sont remis en question par la jeunesse. Pas nécessairement pour être anti-religieux, mais en tout cas pour ne plus accepter que ces structures archaïques soient les gestionnaires de leur vie aujourd'hui. Le déclin de l'agriculture et qui hélas conduit à une dépendance alimentaire. Et évidemment, là-dedans, pour gérer tout ça, il faut importer. Et importer avec quoi? Avec les ressources du pétrole. Donc c'est en ce sens qu'on baptise un certain nombre d'États, en géopolitique, d'États prébendiers. C'est des États dont la seule ressource, c'est la manne pétrolière ou gazière, et qui est distribuée à tire-larigot pour se faire des clientèles, pour avoir la paix sociale, etc. Et surtout, puis c'est un système socialiste, il a le monopole du commerce extérieur. Et les Algériens ne vont pas se priver de faire de la contrebande, mais de la contrebande à petite échelle, hein, avec les sacs Tati, bleu et rouge, en plastique tissé, un cube, on essaie de ramener 1 mètre cube de bagages en venant acheter en France des trucs qu'on revend au marché noir en Algérie, etc. C'est ce qu'on appelle le trabando, hein, cette espèce de contrebande de petite dimension. Les jeunes, ils n'ont pas de boulot, il n'y a pas d'industrie, on distribue des prébendes. Les postes dans les administrations sont déjà occupés, il faut attendre que les vieux fichent le camp. Donc, ils sont les hitistes, ceux qui tiennent les murs, hein, les hits, les murs. Donc, ils passent leur temps à glander, à regarder qui passe, jusqu'à ce qu'ils aient, à un moment donné, une combine pour essayer d'émigrer, de ficher le camp, etc. Donc, voilà, si vous voulez, cette situation sociale liée à une économie de rente.
L'économie de rente, elle a bien fonctionné, elle fonctionne bien tant que le prix du pétrole est correct. Quand il va y avoir, à partir de 88, l'abandon de la référence socialiste et une amorce de libéralisation, vous remarquez qu'elle est à peu près synchrone avec la crise qui se passe en URSS aussi, gestion d'une économie planifiée, socialiste, etc., c'est finalement la liquidation des monopoles qui favorise la création des clans. C'est-à-dire que là-dedans, les clans, autour principalement des généraux, récupèrent les avoirs sociaux, se les accaparent, et finalement détiennent une propriété légale, légitime. Ils ont participé aux privatisations. C'est quelque chose qui est l'origine d'une oligarchie totalement corrompue qui s'en empare. Et de toute façon, cette libéralisation, qui aurait pu aller vers la création d'un secteur économique de petites et moyennes entreprises compétitives, est complètement cassée par la guerre civile qui se développe et qui va absorber pendant la décennie 90 17% du budget intérieur algérien qui va passer dans la guerre menée contre les islamistes. Cette guerre civile, elle se développe par un coup d'État des militaires. Donc, ce qu'on va appeler les janvieristes, en novembre et décembre 91, il y a eu, après les communales et municipales de 90, une élection pour les législatives dans laquelle le fils fait un tabac. Il récupère pratiquement les 2/3 des sièges au premier tour et au second tour, il est assuré d'avoir une majorité de presque les 3/4 des sièges à l'Assemblée, ce qui lui permettrait d'envisager une réforme constitutionnelle et de faire passer ce qui est son dada, la charia. Donc, les militaires, devant cette menace, décident d'interrompre le processus électoral. Il n'y aura pas de deuxième tour. Ils prennent le pouvoir, ils établissent une autorité militaire qui met en place ce directoire. Mais on a vu qu'au niveau de l'islam, les choses ne sont pas aussi simples. Il y a eu une islamisation qui a été faite, mais il reste quand même le vieux fond islamique algérien qui reste quand même sous-jacent. Et les islamistes vont s'organiser en deux mouvements de guérilla qui vont être rivaux. Le GIA, le groupe pour l'islam, et l'AIS, l'armée islamique du salut, et qui vont d'abord, pendant 2-3 ans, être en concurrence pour rafler le maximum de troupes. Et puis finalement, comme ils ont des objectifs un peu différents, ils vont finir par se taper dessus. Pour l'AIS, il faut faire des attentats, mais uniquement des attentats ciblés, les forces militaires, les forces de répression, les corrompus et autres, et surtout ne pas faire d'attentats à l'extérieur de l'Algérie. Pour le GIA, tout ce qui n'est pas GIA est mécréant. Donc on multiplie les attentats aussi bien contre les civils que contre les militaires, que des attentats qu'on viendra faire en France. Et on y aura droit, effectivement, à partir de 1995. Le GIA, qui prend peu à peu de l'importance, va développer à partir de l'automne 97 des massacres de masse, il n'y a pas d'autre mot, attaquant des villages, tuant la totalité de la population, 500, 600, 1000 personnes, etc. Les enfants, les bébés, les femmes, etc. Une hécatombe qui fait que du coup, avec cet extrémisme radical, il considère que l'AIS, qui est l'expression militaire du fils du Front islamique du salut, qu'il soupçonne de rechercher un compromis avec les militaires, il va essayer de les liquider aussi là-dedans. Vous retrouvez le même type de lutte que ce qu'on avait eu entre le MNA et le FLN, avec une fraction extrémiste jusqu'au boutiste et une fraction qui était plutôt pour la prévalence du politique, donc du compromis, que l'on retrouve là-dedans. Le résultat, c'est qu'en octobre 1997, après les massacres du GIA, l'AIS décide de déclarer une trêve unilatérale et illimitée pour dire « nous, on n'est plus concernés par ça hein. On ne fait plus d'attentats, on n'attaque plus personne et on se retire de la guerre. Donc vous saurez que s'il y a encore des attentats, c'est quelque chose qui émane du GIA. Le GIA est isolé, pourchassé par l'armée, en grande partie liquidé, et les troupes croupions qui vont réussir à s'échapper vont partir vers le Sahara, où ils vont créer le groupe salafiste pour la prédication et la charia, le GSPC,
qui va, en 2006, s'affilier à Al-Qaïda et qui va opérer, évidemment, sur les frontières de la Libye, du Mali et de la Mauritanie. Hein. Même s'ils sont pourchassés, vous avez vu comment, avec les opérations Serval et de contrôle de cette zone du Nord-Mali, c'est pas une mince affaire. L'élection présidentielle de 1999 va se faire sur le thème de la réconciliation. L'AIS a arrêté la lutte, le FIS a été dissous, mais on peut trouver un modus vivendi avec les islamistes. Et on va déboucher sur le système Bouteflika qui va nous durer une vingtaine d'années. D'abord, à travers un compromis social avec les islamistes, avec deux étapes. 1999, la loi sur la concorde civile, où une amnistie est donnée pour tous ceux qui ont été impliqués dans des réseaux de soutien à la lutte armée, mais qui n'ont, à leur actif, que des destructions de biens qui n'ont pas de sang sur les mains. Et Bouteflika dit « Je me sens capable de pardonner à ces gens-là ». D'amnistie entraîne l'autodissolution de l'AIS, qui déjà était en stand-by, dit « Bon, puisqu'on renonce à la lutte armée, c'est fini, on bénéficie de la loi sur la concorde civile, on rentre dans le jeu politique ». 2005, deuxième version, la charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui octroie, alors ça c'est le côté plutôt positif, une aide pour les veuves, les orphelins, des membres des groupes armés qui ont été tués. Un droit de réparation pour les familles des disparus, il y a encore à peu près 8 à 10 000 personnes dont on ne sait pas où elles sont passées, probablement dans des charniers, mais avec une clause là qui verrouille le système, l'amnistie est complète pour les forces de l'armée qui ont lutté contre les groupes islamistes. Ça veut dire que même si elles ont commis, ces forces armées, des exactions dans le cadre de leur lutte de répression, on ne peut plus rouvrir le débat juridique. C'est fini, l'amnistie est totale et définitive. Les Algériens se trouvent donc privés du droit de savoir ce qui s'est vraiment passé. Est-ce qu'il n'y a pas eu des manipulations par l'armée? Est-ce qu'il n'y a pas eu une infiltration dans l'armée de groupes djihadistes du GIA, etc. Fermez les yeux, dormez, on est dans la réconciliation nationale. Des faits sur le plan militaire, le FIS reste malgré tout un symbole très vivant en Algérie. N'oubliez pas qu'à la veille de l'entrée dans le XXIe siècle, ils ont à peu près 60-70% d'audience dans l'ensemble de la population algérienne. Et par contre, ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils ne pourront pas fonder un État théocratique avec la charia. Ils revendiquent quand même particulièrement leur activité dans le champ social et éducatif. En gros, il semble que le compromis social mis en place par Bouteflika, vous nous foutez la paix sur le plan politique, on vous fiche la paix avec l'éducation à l'islam. La libéralisation qui redémarre en 1999 va mettre en place le véritable système Bouteflika. C'est-à-dire qu'un opérateur étranger ne peut venir intervenir sur le territoire algérien qu'en position minoritaire. Il ne peut détenir, il amène ses capitaux, il amène son savoir, sa technologie, mais il ne peut détenir que 49% du capital. Il est obligé de passer par un résident algérien, qui ne peut pas être un binational, hein, qui lui détiendra 51% du capital. Et ça va être le moyen, si vous voulez, pour le système Bouteflika, de mettre la main sur le petit démarrage auquel on assiste de l'économie algérienne à partir de 2000. Gaïd Salah, à sa tête, a décidé de rouvrir le dossier juridique et donc, depuis avril 2019, l'enquête a redémarré à la demande des Italiens. Donc, exit Chakib Keli. C'est qu'en fait, il a été le prête-nom pour recycler l'argent des groupes d'un clan de militaires, notamment derrière Gaïd Salah, qui a été, à un moment donné, surnommé le trabandiste du médicament. Il avait obtenu le monopole de l'importation des médicaments. Alors, Khalifa, quand on l'interroge, il dit « Non, non, c'est parce que j'ai trouvé des sources d'approvisionnement moins chères, au lieu de m'approvisionner en Suisse, en Allemagne, en France, j'ai passé des contrats avec des médicaments génériques en Inde, etc. Mais même en recalculant ça, c'est pas possible qu'il ait fait cette fortune. » Alors, le résultat, c'est que, où ça va commencer à sentir mauvais pour lui, c'est qu'à un moment donné, devant les soupçons, les bruits de corruption qui courent, les déposants dans sa banque veulent récupérer leur pognon. Et alors là, surprise, il n'y a plus rien.
les fonds ont été pillés, il n'y a plus de sous dans la banque, elle est mise en liquidation. Alors aussitôt, on essaye de se payer sur la compagnie aérienne. Là aussi, surprise, sur les 30 Airbus qu'il y avait, on en retrouve 12, on ne sait pas où sont passés les autres, ils ont disparu, hein, comme par hasard. Et évidemment, les villas, elles vont être mises sous séquestre, et ce beau jeune homme est finalement arrêté en 2015, et il est à l'heure actuelle en prison. La dégénérescence du système, elle vient, comme vous le savez, d'un AVC de Bouteflika. Cet AVC, c'est en 2013, au moment où il est en train de faire déjà son 3e mandat. Et finalement, on ne le revoit plus, et malgré tout, il est élu pour un 4e mandat. Il fait 1 ou 2 apparitions sur un fauteuil roulant, il n'arrive plus à parler, et au prix d'une fraude massive, en 2014, il est quand même élu, malgré les doutes qu'on a sur sa capacité à gouverner le pays. Hein. La capacité prébendaire du régime va s'effondrer en même temps que sa 4e élection. En effet, entre 2014 et 2019, les cours du pétrole brut chutent fortement. Pourquoi? Les États-Unis ont réussi non seulement à devenir autonomes en production de pétrole de schiste et de gaz de schiste, mais ils sont devenus exportateurs. Et ils ne sont pas dans l'OPEP. Et ils prennent des parts de marché à l'OPEP. Donc, même avec le retrait, le boycott contre l'Iran, pour pas que l'Iran négocie son pétrole, même avec la situation catastrophique du Venezuela, le marché, et avec la volonté de reconversion vers des énergies non polluantes, le marché du pétrole s'effondre. Et l'Algérie se retrouve dans une situation de quasi-cessation de paiement. Elle est obligée de demander une aide au FMI, d'obtenir du crédit pour essayer de redémarrer. En conséquence, si vous voulez, la consommation dans le pays, l'investissement recule, et en 2017, le niveau de la production manufacturière publique se situe à la moitié de ce que c'était en 1989. Donc bien sûr, il y a eu la guerre civile là-dessus, mais il n'y a pas eu de reprise à partir de 2000, au moment où la guerre va cesser. Il y a des machines, il y a des outils, ils ne sont pas utilisés, on n'en a pas de débouché possible. La population est insolvable. Quand il n'y a pas la rente pétrolière qui est déversée en allocation, en prébende, etc., ben on ne peut pas vivre. Du coup, l'économie quotidienne parallèle se développe. Elle est estimée à l'heure actuelle, 2017, un peu vieille, à 17% du PIB, en même temps que les scandales de corruption s'accumulent contre les titulaires du pouvoir. La frontière avec le Maroc, les gens qui vont acheter leurs légumes, exactement comme entre Venezuela et Colombie, ils vont faire leurs courses au Maroc et ils essayent de rentrer sans se faire pincer. Si jamais les douaniers ou les flics les coincent à faire du travando, ben, il faut filer un pas de chiche si on ne veut pas se faire piquer la cargaison qu'on ramène. Donc quelque chose, si vous voulez, y compris sur des choses que pourrait produire l'Algérie, des légumes, des tomates, des fruits, des choses comme ça, à l'heure actuelle, pour les gens de l'Ouest algérien, il est plus simple d'aller s'approvisionner sur le marché marocain. Une guerre de clans ouverte se développe pour capter la succession. Je vous ai évoqué le cas du général Toufik, qui a été démis en 2015 par Gaïd Salah, qui a récupéré le système des services du renseignement et de la sécurité, donc on pourrait dire le système de contrôle politique qui retombe dans le domaine de l'armée, et où Toufik va essayer du coup de se rapprocher du frère de Bouteflika pour essayer de trouver un contre-feu à Gaïd Salah. On est dans la crise du 5e mandat. Pour la jeunesse, la contestation du système s'effectue déjà depuis quelques années dans les stades. Ce sont les seuls espaces publics peu contrôlables et lors des matchs de foot, les clubs de supporters s'en donnent à cœur joie en chantant des textes de rap, des textes déformés sur l'hymne national, etc., qui mettent en cause Bouteflika, les mafias de corruption, etc. Et donc, il y a déjà cet effet d'entraînement qui s'est passé dans les stades. 22 février 2019, un appel anonyme à manifester contre le 5e mandat est lancé sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Qui a lancé ce mot d'ordre? Et à l'heure actuelle, les hypothèses sont: 1, c'est les islamistes qui ont balancé ça. La preuve, c'est qu'ils ont demandé à ce que les manifestations aient lieu le vendredi après la grande prière hebdomadaire à la mosquée. Vous remarquerez que les étudiants qui ont manifesté encore récemment, pendant le ramadan, mardi,
ont choisi le mardi pour manifester, pour bien se déconnecter des manifestations du vendredi où il y a peut-être le fils qui est derrière. Mais, c'est pas sûr, ça peut être aussi quelque chose qui est parti au niveau de l'armée, qui essaye de faire monter la mayonnaise pour se débarrasser de Bouteflika, dont tout le monde sait qu'il est sénile, qu'il est incapable de se présenter et encore moins de gérer le pouvoir. Après avoir manifesté, ou s'être manifesté sur les réseaux sociaux, ben, ils sont passés dans la rue. Et la rue est en train de changer de nature en Algérie, alors qu'elle était le lieu du contrôle par l'État, d'un espace public, mais contrôlé par l'État. Elle devient, à l'heure actuelle, un lieu de confrontation, un agora de discussion, un lieu de manifestation. Et pour le moment, et ça c'est quelque chose de remarquable, les manifestations sont pacifiques. La police intervient avec des canons à eau, des lacrymogènes, mais c'est pas violent. Il doit y avoir aussi, à l'heure actuelle, au sein de l'armée et des forces de police, des mouvements d'hésitation avec l'idée, l'avenir n'est pas joué, quelle carte on a à jouer. Et puis il y en a beaucoup qui sont effectivement dans la situation, qui ont des enfants en situation de non-emploi, qui n'arrivent plus à nourrir leur famille, donc quelque chose qui est très instable comme situation politique. C'était un conflit de génération. Gaïd Salah, il a 79 ans. Tawfik a 3 ans de moins que lui. Il en a 76. Mais il veut maintenir l'ordre constitutionnel. Et l'ordre constitutionnel, pour Gaïd Salah, c'est l'élection présidentielle. Il n'y aura pas de 5e mandat, mais l'élection présidentielle qui est programmée pour le 4 juillet, date de l'indépendance, on doit la maintenir. Et dans l'ensemble de la population, c'est impensable de faire une élection présidentielle dans la situation que l'on a, avec la constitution que l'on a. Il faut d'abord essayer de revenir à ce qui était le présupposé du politique qu'avait posé le MNA, établir une constituante pour arriver à sortir de cette crise et de gérer l'après-Bouteflika. La guerre civile, les Algériens ne veulent pas la revoir venir. Hein. Ça, alors, quelle que soit leur pensée vis-à-vis de la charia ou autre, ils ne veulent pas une nouvelle décennie de guerre civile. Donc c'est pour ça que je crois très fort à la possibilité du poids de la jeunesse et d'une issue, disons, positive et civile. Pour le sang qui dégouline sur eux, le peuple algérien a déjà donné. Au nom du père, Gaïd Salah, du fils, qu'on soupçonne en attente, et du simple d'esprit, j'aime aussi, même s'ils ne sont pas tous aussi simples d'esprit, au niveau des gens du GSPC. Et la jeunesse algérienne, à mon avis, mérite mieux. C'est fini. Merci.